En direct. Attends, la vidéo en direct commence. Je vérifie, je vérifie. Il dit vous êtes en direct. Est-ce que ça se voit sur Facebook? Ah, live. Donc tu es en direct. Ah oui. Française, français, bonsoir. Non, je déconne. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue pour ce second live de éducation, rééducation et décryptage. Voilà, de vos loulous, de vos louloutes et de vous-même surtout. Maintenant, libre à vous de poser vos questions. Pour ceux qui étaient déjà là la dernière fois, ils connaissent le concept. Ils posent une question, j'essaie d'y répondre au mieux. À savoir que je n'ai pas la science infuse. Je ne sais pas tout de tout et quand je ne sais pas, je le dis. Je vous orienterai peut-être vers d'autres sources si je ne sais pas. Et puis, voilà, c'est ainsi que tout va se passer. Voilà, j'espère que vous serez relativement gentil avec moi. Vous ne me poserez pas trop de questions pièges. Parce que je suis un peu timide devant la caméra quand même. Voilà. Et mettez vos questions dans le chat et on y répondra au fur et à mesure de la soirée. J'espère que vous avez entendu. Non, je tendais le coup pour que le son arrive jusqu'au micro. Je suis un vieux, j'ai pas la technologie encore. Nous avons deux spectateurs. Ah ben non, c'est nous les deux spectateurs. Non, il y a Leonardo. Ah bon. Pilote. Parce que là il y a écrit nous avons deux. Regarde. Ah non, Non, trois mais spectateurs. Ouais, c'est Léo. Vous verriez ce que je supporte. Bon, avez-vous des questions? Allez-y, lancez-vous. On va attendre, Voilà. on va attendre 2-3 minutes que les gens Ok. se connectent. Donc en attendant. En attendant, dites bonjour si vous nous voyez. Patrick, es-tu là? Patrick, t'es où? Ah bah Il je arrive pense en que Patrick il est à Médor et compagnie, il doit faire la fermeture. Voilà, oui, parce que n'oubliez pas, aujourd'hui commençait l'opération Cœur sur Patte, une collecte à Médor et compagnie avec nos partenaires depuis le début. Elle continue demain sur la journée, donc sur horaire d'ouverture du magasin. Donc 9h, 12h30, 14h, 19h si je me trompe pas de mémoire. Vous nous y trouverez avec Maïté et Lola et votre serviteur sur place. N'hésitez pas à passer pour faire un don, apporter quelque chose d'occasion ou même juste discuter, papoter, échanger, ça fait toujours plaisir. Voilà, n'hésitez pas à parler de nous, à partager, à faire en sorte qu'on soit connu parce que plus on sera connu, plus on aura de monde, plus on sera grand et plus on aura de facilité à aboutir à notre projet du refuge. Voilà. Donc, allez-y, partagez, faites-nous connaître, faites-nous grandir. Bonjour Anne-Sophie. Ah, bonjour Anso. Enfin, rebonjour. On en est à quoi là? C'est vrai qu'on va en entendre 5 un peu, hein. spectateurs, ouais, on attend à 10. Si jamais il y a quelqu'un de riche qui veut nous faire Oui, si jamais quelqu'un est riche et a des millions d'euros, voilà, qui n'hésite pas, ne sauront quoi en faire. Même des milliers, ça ira. Voilà. À savoir que les dons sont déductibles des impôts. Voilà, donc n'hésitez pas. Voilà, faites des dons. Voilà, financiers. Vous pouvez sur Hello Asso, vous pouvez en passant de main, vous pouvez par la poste. N'hésitez pas. Voilà, c'est important. C'est grâce aux dons, que ce soit dons fiduciaires ou que ce soit dons en nature, croquettes, jeux, friandises, matériel. N'hésitez surtout pas. Allez-y, faites des dons. 1 euro, 50 centimes, c'est toujours 1 euro, 50 centimes qui donneront à manger à nos loulous et nos louloutes. Les frais vétérinaires. Hein. Les frais vétérinaires aussi qui peuvent coûter relativement cher. Là, dernièrement, on a fait opérer Blue, si vous avez un peu suivi ce qui se passait sur la page. Au départ, il était programmé pour euthanasie. On l'a récupéré par le biais d'une association avec qui on travaille, et merci à Intrinsèque Dog aussi d'être là. On l'a récupéré, on l'a placé en famille d'accueil, donc chez Céline. Blue a passé les tests pour la gendarmerie haut la main, donc il était prévu pour partir à Grama, donc au centre d'entraînement cynophile de la gendarmerie le 1er mars. Il s'est blessé, donc suite à diagnostic, il a fallu le faire opérer de l'épaule. Donc voilà, ça a été une belle facture qui se trouve encore sur Hello Asso, donc à laquelle vous pouvez participer si vous le désirez. Comme je dis, ne serait-ce que 50 centimes ou 1 euro, c'est toujours ça de moins pour nous à payer et donc moins de lourdeur aussi pour les finances d'une petite asso qui est juste naissante. Voilà. D'ailleurs, Donc, on dit bonjour à Samantha qui est la fille de Virginie. Ah oui, bonjour Sam.
Et bonjour Anaïs. Coucou, bonjour Anaïs aussi qui est à Lou. T'as posé une question, Oui, on va y en plus. venir, t'inquiète pas. Bah allez, on peut commencer par celle-ci, celle d'Anaïs. Allez, vendu. Comment gérer au mieux la frustration, l'excitation et tout ça? Lou, bientôt 2 ans, malinoise au grand cœur, devient un gremlins quand elle n'a pas ce qu'elle veut et redevient bisounours quand elle a eu ce qu'elle voulait. On lui fait voir du monde et des copains, mais c'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle y aille à tout prix pour les rencontrer, sans méchanceté, sauf qu'elle fonce dessus et son comportement de bulldozer peut générer des conflits. Bah, c'est un malinois en fait. Alors, elle a un comportement. Donc là, c'est la question de Anaïs, donc pour sa petite malinoise Lou, dont on a fait la connaissance il y a quelques mois en arrière maintenant, qui est adorable, qui a juste une façon de se présenter un peu brutale vis-à-vis de ses congénères. Alors, il n'y a rien d'alarmant, c'est juste qu'il va falloir reposer des bases parce que ta petite malinoise, elle se comporte un peu, on va dire, comme une adolescente. En gros, c'est je fais mon caca nerveux si j'ai pas, et puis une fois que j'ai, tout est beau, tout est rose. Ben, en fait, la vie, c'est pas un fruit. Malheureusement, pour nos chiens, d'autant plus quand ils souffrent du délit de sale gueule. Donc, il va falloir vraiment essayer de gérer ses autocontrôles, lui apprendre à se contrôler. Donc, du coup, il va falloir supprimer tout ce qui peut être les petites friandises à côté, qu'on donne comme ça, machin. Donc, il va falloir aussi se rééduquer soi-même. Déjà, parce qu'on aime bien leur filer un petit truc et tout. C'est cool. Voilà, c'est même sous-côté, je dirais, de ne pas leur donner quand on mange, machin et tout. Ça, c'est un autre débat. Mais ouais, il va falloir arrêter tout ce qui est petites friandises, tous les à côté. Et il va falloir la reforcer à réfléchir. C'est-à-dire, au moment de l'alimentation, ben, on prend la gamelle, on lui demande quelque chose. Tant que, par exemple, elle est assise, si elle ne s'assied pas, le temps que la gamelle descende, la gamelle remonte. Et voilà, et ainsi de suite. Plein de petits détails comme ça. Il va falloir la recadrer. Parce que c'est des chiens qui sont adorables, qui sont très intelligents, mais qui ont besoin d'un cadre, d'un très bon cadre. Voilà. Après, qu'elle redevienne toute sage quand elle a ce qu'elle veut, normal. Hein. Moi aussi, je redeviens tout sage quand j'ai ce que je veux. C'est propre à tout ce qui est vivant, en fait. Hein. C'est la satisfaction d'avoir obtenu. Jusque-là, moi, je dirais que ta malinoise se comporte comme une malinoise normale, standard. Juste remettre un petit peu de cadre. Voilà, avec des exercices, comme je disais, des exercices d'autocontrôle. C'est difficile à dire ça. Oh, exercice d'autocontrôle. Alors, je m'excuse. Voilà, voilà, je parle peu sur la journée de cette manière-là. Donc, du coup, voilà, les exercices d'autocontrôle, c'est difficile à dire pour moi. Bonjour Cécilia et bonjour Olga. Ah. Alors, une toute petite question. Donc, Samantha, non, pour l'instant, on n'a pas de petits chiots, de petits gabarits à l'adoption, mais promis, dès qu'on a ça, on t'appelle. Prochaine question. Marie-Paul, bonjour, un conseil pour apprendre la propreté à un chiot et à quel âge peut-on commencer la marche en laisse et l'autre autre dressage? Alors, déjà, on va faire une petite différenciation. Il y a un petit mot que on va se le réapproprier. Dressage, c'est quand le chien, on lui donne une mission. C'est-à-dire, on fait du dressage sur des chiens d'intervention. Voilà, on leur donne une éducation spécifique pour exécuter quelque chose. Là, ce que tu veux, c'est plus de l'éducation. Donc déjà, on va éviter tout ce qui est mettre une alaise à un endroit pour qu'il fasse pipi caca et puis déplacer la laisse petit à petit vers la porte. Ça va marcher sur un chiot sur 10 parce que la personne aura de la chance, elle est tombée sur le chiot qui va comprendre le truc. La plupart du temps, le chiot après va continuer de faire ses besoins toujours au même endroit. Donc, apprendre à un chiot à faire ses besoins, ben, c'est simple. Dès que le chiot se réveille, on le sort. Dès qu'il a mangé, on le sort. Dès qu'il a bu, on le sort. Et s'il fait rien de tout ça pendant 2 heures, et ben au bout de 2 heures, on le réveille tout doucement et on le sort. Et dès qu'il fait pipi, c'est pipi, oui, c'est bien, et on récompense. Voilà. On a l'air d'un benet ou d'une benette, mais c'est cool. C'est vraiment important parce que ça permet de. Vous voyez ce que je vis en fait. On te voit pas sur la vidéo. Voilà. Donc c'est vraiment important de poser des mots à chaque fois. Attends, descends. Excusez-le. Non, alors je vous explique. On a des perruches à l'étage qu'on a récupérées en sauvant un chien. Et du coup, j'ai demandé à mon petit de fermer le portillon qui mène à l'étage, mais il n'a pas compris. Donc du coup, la chienne les a entendus et est montée voir les piafs. Voilà, et les oiseaux vont bien. Voilà. Pour l'historique. C'est
Garou, ça suffit. Voilà, c'est les aléas de la vie quand on a des animaux à la maison. Oui, parce qu'on a récupéré un labrador et 2 perruches cet après-midi. Voilà, tout à fait. On vous en dira plus. Donc une perruche dont il va falloir lui apprendre non, mais il y a une perruche dont il va falloir lui apprendre le port de la muselière Ah oui. parce qu'elle mord. Voilà. Donc j'en étais où? Donc du coup j'en étais à l'apprentissage de la propreté chez le chiot. Donc chaque fois qu'il va donc boire, manger, se réveiller, il va falloir le sortir. S'il dort, ben, il va falloir le réveiller pour le sortir, toutes les 2 heures approximativement. Même la nuit, oui. Même s'il neige, oui. Même s'il y a 1 mètre d'eau dans la cour, non. Non, parce que si tu le mets par terre, il va se noyer, le pauvre. Donc bon, voilà. Non, mais en fait, le but, c'est de le sortir le plus souvent possible. Et chaque fois que tu le sors, qu'il fait pipi, tu poses le mot dessus et tu récompenses. C'est important. Donc les friandises, toujours à disposition. C'est-à-dire que dès qu'on le sort, il est en laisse, on a la main avec la friandise dedans. Il fait son pipi. Pipi, oui, c'est bien. Et on récompense. Qu'ils comprennent que c'est top de faire pipi dehors. Il fait pipi dedans. On ne hurle pas, on ne l'insulte pas, on ne l'enferme pas dans une pièce. Tout de suite, on le prend, on lui dit non et on le met dehors pour qu'il finisse son pipi. Même si on le prend qu'il vient juste de finir, on le sort quand même pour lui montrer que le pipi, c'est dehors. Voilà. Donc, d'habitude, on dit qu'il ne faut pas nettoyer, il ne faut pas nettoyer devant lui, il ne faut pas qu'il voie. Il y a des études récentes qui sont un peu revenues dessus. Moi, je préfère quand même continuer à le conseiller si on est 2 à la maison, si on a la chance d'être 2 pendant que le chiot est là, il y en a un qui sort le chiot au moment de l'accident, qui l'emmène dehors pour refaire ses besoins ou finir ses besoins, et pendant ce temps, le deuxième nettoie. Voilà. C'est plus pour faciliter la vie, faciliter les choses. Oui, excusez-moi, tu penses à refermer le portillon quand tu es passé, s'il te plaît. Lorelai il était au dehors, il fallait faire. Voilà, t'as Tokyo qui est monté, c'était ouvert, t'as Tokyo qui est monté, on a cru qu'elle les mangeait. Pardon, chef. Merci, monsieur. Voilà. Et là, c'est pas le petit, là, c'est le grand maintenant. Bonjour, Epivore. Voilà. Après, la marche en laisse, j'ai envie de dire, quand le chiot, il arrive, pendant environ 4 à 5 jours, on ne lui demande rien. Mais vraiment rien, en fait. On le laisse s'approprier son environnement. Faut pas oublier qu'il vient d'être enlevé à ses frères et sœurs, à sa mère, de son environnement qu'il connaissait et là où il était sécure, et on l'emmène dans une nouvelle maison, dans une nouvelle famille, c'est-à-dire nouvelles odeurs, stress physique, stress émotionnel. Donc il faut lui laisser le temps de se réapproprier son environnement et surtout se réapproprier le début des nouvelles règles de la maison. Voilà, donc 4-5 jours, on lui demande rien, on le laisse tranquille, on le laisse sniffer, machin, on le sort bien toutes les 2 heures quand même, ça c'est important. Au bout de ces 4-5 jours, on peut commencer à poser des bases d'éducation. Ne pas oublier qu'un chiot, pour le faire obéir et le faire écouter, il ne faut pas oublier de lui apprendre le oui avant toute chose. C'est-à-dire qu'on va poser des mots sur des actions qu'il fait de lui-même. S'il nous regarde et qu'il s'assoit, là, on va lui dire « assis, bien » et on gratouille, on récompense, on joue avec lui. Pourquoi? L'apprentissage n'en sera que plus simple. Voilà. J'espère avoir pu répondre à ta question. La marche en laisse, tu peux attaquer au bout du 5e jour. Virginie de... Bonsoir Émile. Ah ben quand même. Et puis Aménor et compagnie. Virginie de Pomme. Bonjour, j'avais beaucoup travaillé la ville avec ma louloute, car c'était très compliqué pour elle, mais depuis qu'on habite à la campagne, lorsqu'on va en ville, elle ne veut plus descendre de la voiture. As-tu un petit conseil ou une petite astuce? Ben emmène-la pas en ville. Tout simplement. Il y a quelque chose que j'aimerais dire aux maîtres de chiens, en fait, qui ont des chiens qui peuvent avoir peur quand il y a beaucoup de monde, qui peuvent avoir peur quand il y a beaucoup de voitures, qui peuvent avoir peur de la ville, par exemple. Pourquoi, si vous avez la possibilité de laisser votre chien à la maison, pourquoi le forcer à l'emmener dans un environnement qui est anxiogène pour lui? Moi, personnellement, j'aime pas aller dans les fêtes foraines, dans certains endroits, parce qu'il y a beaucoup de monde. J'y vais pas, en fait. Voilà, je ne me mets pas en position anxiogène, mais j'ai la décision. Là, le chien, c'est pareil. On aime bien l'avoir avec nous, mais s'il a la possibilité de rester à la maison et qu'il préfère le canapé, moi je dis, laissez-le à la maison sur le canapé et allez profiter de la ville tout seul. Là, je pense que ta louloute, en fait, elle a eu une trop grosse période où, et puis pour la connaître, elle a eu une grosse période où il y a eu campagne, il y a eu le changement, il y a eu déménagement aussi.
Elle s'est réapproprié son territoire et je pense qu'elle aime beaucoup la tranquillité. Voilà. Et je pense que la forcer ou essayer de l'éduquer ou rééduquer dans le sens de lui faire se réapproprier la ville, ça pourrait peut-être casser quelque chose à côté. Voilà. En plus, là, je serais obligé de te dire de faire ci ou de faire ça. Je ne l'ai pas vu, son comportement, quand tu essayes de la faire descendre de la voiture en ville. Donc, je ne peux pas te dire si c'est de l'angoisse, je ne peux pas te dire si c'est de la peur, je ne peux pas te dire, en fait, comme j'aime bien dire, on ne peut pas changer une roue de voiture par téléphone. Ben là, je ne peux pas tabler sur le comportement de ta chienne sans l'avoir vu, en fait. Donc, à l'occasion, je la verrai, on pourra en reparler. Là, tout ce que je peux te dire maintenant, c'est si elle n'aime pas la ville, force-la pas, tout simplement. Après, elle peut avoir besoin pour le veto, par exemple. Ouais, après, pour le veto, on va dire que la plupart des vétérinaires, Non, mais pour y aller, elle va Pour y passer aller. par la ville. oui, mais là, c'est pour la faire descendre de la voiture qu'elle dit. Ah. Eh ben, le veto, ils ont des parkings en général, donc du coup, on va dire que c'est un espace assez court. Là, tu peux la motiver avec une bonne friandise, son jeu préféré. Il faut trouver le point de motivation, en fait. Voilà, pour aller à cet endroit-là. Mais après, c'est toujours pareil. C'est de la supputation. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas te le dire. Je suis désolé. Clem Justan. Bonjour. Salut Clem. Bonjour, ma chienne de 9 ans s'est fait sauter dessus il y a un an. Et depuis, elle a peur des gros chiens en promenade. Comment agir? C'est une Assa Apso croisée bichon maltais. Alors, si j'ai bien compris, elle s'est fait agresser par des chiens, Par un chien. par un gros chien, et du coup, depuis, elle a peur en sortie. Comment faire? Il va falloir qu'elle voie du gros chien, du gentil gros chien, qu'elle fasse des balades avec, mais des balades, on va dire, coordonnées, comme on appelle ça, c'est-à-dire le gros chien devant, qui marche, qui sécrète de bonnes odeurs, et elle qui marche derrière, voilà, pour qu'elle voit qu'en fait, il n'est pas un danger. Ensuite, inverser la position, elle devant, lui derrière, et ensuite des croisements assez éloignés. En fait, il va falloir trouver le point de rupture quelque part, le point où elle va déclencher dessus, et travailler à cette distance, donc des passages, voilà, jouer avec elle à cette distance pour lui montrer qu'en jouant à cette distance, ben, le chien à côté, ben, lui veut pas de mal, lui fait pas de mal, lui montrer qu'en s'en rapprochant et petit à petit, qu'elle se réapproprie l'espace, qu'elle se réapproprie en fait son bien-être émotionnel et mental, petit à petit en présence d'un gros chien. Et c'est toujours pareil, c'est sous couvert que ce soit bien la peur des gros chiens. Parce que sans voir le comportement de la louloute, je ne peux pas tabler sur quelque chose de précis. Hein. C'est vraiment dans les grandes lignes. Ça a bougé le... Garou qui fait des bêtises. C'est Garou qui a mis un coup de derrière dans le trépied. Voilà, j'espère avoir pu répondre à ta question. Après, il faudrait que je la voie ou que tu m'envoies une vidéo de comment elle se comporte en croisement, tout ça, pour que je puisse voir si c'est de la peur, de la crainte, de l'anxiété, si c'est du déclenchement, on va dire, d'anticipation. Ça peut être plein de petites choses, en fait, qui peuvent faire en sorte qu'elle ait cette réaction. Cécilia Perard. Question concernant le jeu avec la balle. Mon chien ne ramène pas la balle et j'aimerais savoir ce que tu en penses et les conseils que tu peux m'apporter. Ben, il aime bien que tu lui cours après, tout simplement. En fait, ils sont tous pareils. C'est le jeu de la balle, c'est tu lui lances, il la prend, il va la rapporter, mais il sait que tu vas lui la reprendre. Donc, il n'a pas envie que tu lui la reprennes. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Du coup, là, il va falloir travailler déjà à la maison. Le donne, prend, lui montrer avec une croquette, faire un échange au départ, ou avec une friandise, un bout de gruyère, ce qu'il préfère. Hein. Travailler l'échange au départ. Une fois que tu vas avoir travaillé l'échange, déjà, il va comprendre qu'en fait, tu prends, mais une fois que tu as pris, il a la friandise et il a de nouveau son jouet. Donc, lui faire comprendre que tu ne lui prends pas son jouet pour lui le prendre. Tu lui prends, mais tu lui rends. Donc, il y a une interaction. Donc, il va se dire, quand il y a une interaction, c'est cool parce qu'en plus, j'ai une friandise.
Et ainsi de suite, l'idée dans sa tête va naître que ça peut marcher aussi dehors. Du coup, dehors, tu le refais aussi. Quand il te ramène la balle, hop, petite récompense. Au départ, il faut fonctionner avec ce qu'il aime. Nous, je sais que nos chiens, on les a, on va dire, attention au terme, hein, conditionnés au jeu. Voilà, c'est le boudin, c'est le boudin, le boudin, le boudin. Donc, c'est-à-dire, quand ils nous ramènent l'objet qu'on leur demande, on leur donne leur boudin. Et ils sont mordus du boudin complètement, en fait. Donc, du coup, c'est ça. Mais il y en a d'autres, c'est la bouffe. Donc, à toi de voir ce qu'ils préfèrent ou ce qu'elles préfèrent. Et du coup, de jouer, de tabler là-dessus pour mettre un curseur d'échange. Voilà. Et c'est un peu comme la préservation de ressources, tu vois, quand les chiots arrivent, ils prennent un truc, tu veux leur reprendre, ils grognent, tu leur prends quand même et tu leur redonnes tout de suite pour leur montrer qu'en fait, tu as le droit de leur prendre, mais c'est pas parce que tu prends que c'est définitif, ça revient aussi. Voilà, c'est un équilibre. J'espère avoir pu répondre à ta question sur la balle. Et si la balle, c'est son truc absolu, tu peux échanger avec 2 balles. Exactement, tu peux jouer, tu peux mixer avec les balles, hein. Tu peux changer les couleurs de balles, des balles un peu plus grosses, pas trop grosses non plus, il faut qu'ils puissent t'attraper quand même. Garou. Pardon. Non, c'est pas grave, c'est l'aléa d'avoir des animaux à la maison. Voilà. Ouais, tu peux mixer avec plusieurs balles, tu peux, voilà, moi, ce que j'aime bien conseiller, en fait, c'est de prendre des balles à l'intérieur duquel tu mets quelque chose. Parce que, du coup, quand il va te la ramener le premier coup, tu vas prendre la balle et tu vas la presser, tu vas l'ouvrir. Ça va lui montrer que, quelque part, il a un petit peu besoin de toi pour récupérer ce qu'il y a dedans. Je sais pas si tu vois le chemin, après, le chien, il va se dire, ah ouais, mais quand je lui ramène, il fait sortir la croquette. Il me donne le truc qu'il y a dedans, donc je vais lui la ramener à chaque fois. Ça peut être un truc cool aussi, comme ça. Mais ça ne marche pas sur tous les chiens. À toi de trouver ce qui va fonctionner avec le tien. Malheureusement, moi, je ne le connais pas. Bonjour Émilie. C'est laquelle d'Émile? Émilie Duberry. Ah, salut. Bisous à Tatouille. Ouais. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, on est à court de questions. Je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît. Mais peut-être que tu peux parler un peu de ce qui revient souvent en rééducation, les maîtres trop stressés parce qu'il y a un chien trop imposant. Voilà. Alors par exemple, on va prendre cet après-midi. Salut à Cyril et merci de ta confiance. Merci, excusez-moi, je me réhydrate. Donc du coup, Cyril a un gros chien et qui est adorable. C'est vraiment une boule d'amour, sauf que émotionnellement, il est très très haut. Et un gros chien qui est très très haut émotionnellement, quand il voit des gens, il va aller les voir. Quand il voit des chiens, il veut aller les voir. Sauf que il est gros, donc il fait peur. Et ça fait stresser le maître. Ce qui en soi est logique puisque le maître reste un humain. Donc quand on a une situation anxiogène, on stresse. Et du coup, il faut apprendre à connaître vos chiens. Et c'est ce que j'ai dit à Cyril cet après-midi. Il faut apprendre justement à laisser le regard des autres de côté pour réussir à s'apaiser soi-même. Votre chien, il est comme il est. De stresser, de vous énerver, de choper les abeilles, ça ne va pas faire changer le chien. Bien au contraire, ça va aggraver la situation parce que vous allez stresser. Et il y a une petite règle toute simple à retenir, c'est la règle du 20-80. 20% de ce que vous transpirez se répercute à 80% sur le comportement de votre animal. Donc automatiquement, ça va être exponentiel. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai 2 perruches là-haut qui mettent un foin pas possible. Donc du coup, ça va être exponentiel, c'est-à-dire vous allez avoir 40, mais lui, il ne va pas avoir 160, ça va être encore pire. Donc il faut vraiment apprendre à laisser l'image que vous pouvez envoyer aux autres de côté. Ce que les autres voient de vous, de toute façon, vous ne pourrez pas le changer. C'est de leur fait à eux, c'est leur interprétation à eux. Et ça, vous n'avez pas de possibilité de jouer dessus. Donc, on s'en fout, on s'en bat les reins. Vous êtes là pour faire en sorte que votre chien, il apprenne. Donc, du coup, respirez. Apaisez-vous un maximum. La respiration est un facteur crucial dans l'éducation de votre chien. Et on l'a appris d'un grand monsieur, et je le répète tous les jours, la respiration, ça sert dans tous les aspects de la vie. Je ne le fais pas assez, je le reconnais dans ma vie de tous les jours, mais quand je travaille un chien, je le fais tout le temps. Et croyez-moi, je vois la différence sur le travail du chien. Vraiment, c'est, je ne vais pas dire magique, mais c'est vraiment, on voit vraiment, c'est vraiment probant comme différence.
Donc la respiration, vous trouvez plein de petites applications sur les téléphones. Vous avez Petit Bambou, vous avez Petite Bulle Zen, vous avez plein de petites applications de respiration. Et après, vous avez d'autres solutions aussi. Vous avez quand vous marchez, par exemple, vous faites 3 foulées. Pendant ces 3 foulées, vous inspirez. Les 3 foulées suivantes, vous expirez. Et ainsi de suite. Je parle de 3, mais ça peut être 2, ça peut être 4. C'est à vous de trouver votre rythme respiratoire et votre rythme de foulée à adapter. Voilà. Et après, vous allez voir, ça sera le jour et la nuit. Même vous allez vous sentir mieux aussi. Donc, arrêtez de stresser pour des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Vous stressez pour le regard des gens, ça n'empêchera pas le regard des gens de stresser. Donc, mettez-vous ça dans la tête et automatiquement, ça va basculer. Après, autre conseil à vous donner, si la respiration ça marche pas, ben Xanax, Lexomil, Valium, Tranxène, un joint, LSD, il y a plein de trucs. Hein. On va se faire. Si ça coupe. Si ça coupe, je m'excuse, c'est à cause de moi. Il y a Anaïs qui nous demande quand je fais mes petits exercices avec Lou, je le fais avec le boudin, mais à la fin j'arrête avec le boudin, je le range et je fais les exos sans. C'est super dur pour elle. Elle veut à tout prix son boudin. Il faut que je continue comme ça pour lui apprendre à faire sans son boudin. Point d'interrogation. Alors, je dirais que, comment dire, le boudin, pour elle, c'est sa solution de travail en fait. Et elle a appris à travailler uniquement avec le boudin. Là, il va falloir que tu réussisses à trouver un moyen de détournement pour la réussir à la faire travailler, à la faire écouter sans. Ça, justement, c'est le fait de lui apprendre à travailler. Donc, tu gardes le boudin en main, elle fait bien, tu récompenses, oui. La fois d'après, tu lui fais refaire, elle fait bien, tu récompenses, mais avec des gratouilles, tout ça. Tu ne fais pas tomber le boudin. Pour qu'elle comprenne que le boudin, c'est une grande récompense, oui, mais des fois aussi, ben, elle va devoir faire sans avoir la grande récompense. Mais jamais tu l'enlèves en totalité. C'est toujours oui, non, oui, non. Il faut toujours qu'elle garde, en fait, qu'il y ait toujours ce statu quo, cet équilibre, un échange avec ta louloute. C'est-à-dire qu'un coup, elle va avoir, un coup, elle ne va pas avoir. À chaque fois, elle n'a pas, elle est démotivée. Parce qu'elle se dit, ça sert à quoi que je fasse? Vu que j'ai plus mon jouet, j'ai plus mon boudin. Donc, non, ça, c'est pas possible en soi maintenant qu'elle est accro au boudin. Il va juste falloir le raréfier doucement au départ pour la désintoxiquer un petit peu et qu'elle comprenne, ben, je l'aurai quand même, mais juste à la fin des exercices. Tu comprends le principe? Mais après, tu peux passer ou quand on est la semaine prochaine, non, mais les semaines d'après, si tu passes sur un nosework ou sur un mind training, on pourra en parler. Et puis en direct, c'est plus probant de montrer l'exercice en direct avec le boudin et comment faire qu'en vocal à expliquer, c'est toujours très complexe. Et ce sera toujours avec plaisir. C'est du malinois, donc c'est toujours top. On a une question d'Émilie qui rejoint un petit peu la situation de ce soir. Comment travailler la cohabitation chien-chat, chien-oiseau, chien pas très fut-fut qui court derrière tout ce qui bouge, proprio pas tellement mieux et chat terrorisé car ils ont déjà failli se faire croquer. Alors déjà, si le proprio court derrière les chats, c'est pas étonnant que les chiens aient un souci. C'est une question un peu zélo, là. Alors pour travailler les contacts chat-chien, c'est toujours extrêmement compliqué parce que c'est un peu, je vais résumer ça de façon assez, on va dire, humoristique, je vais essayer. La guerre chien-chat, c'est un peu comme la guerre Saint-Étienne-Lyon. On sait que ça a commencé, on sait que ça existe, mais on sait toujours pas pourquoi. Voilà, donc du coup, c'est le chien part après le chat parce que le chat court et bouge la plupart du temps. C'est le mouvement, donc c'est l'instinct de prédation du chien, un des 9 patrons moteurs du chien qui se met en place, l'instinct de course. Voilà. Après, il y a des chiens qui ne sont pas réceptifs, mais la plupart, ils sont réceptifs. C'est relativement complexe de déshabituer un chien à ce réflexe-là. Après, hormis d'avoir le chaton ou le chien quand il est chiot, tout bébé, après, ça va être un travail de tous les jours, petit à petit. Et vraiment, c'est
long comme travail. Il faut vraiment prendre du temps pour le faire, hein. Ça peut des fois se calquer en un mois pour certains chiens, et il y en a d'autres, ça va être 1 année, 2 années. Des fois, il y a des chiens, ils vont jamais y arriver. C'est comme ça, malheureusement, parce que c'est du vivant. Et le vivant, malheureusement, on n'a pas toujours le résultat qu'on escompte dessus. Après, c'est toujours plus facile de déshabituer un chien à une vache qu'un chat, hein. Voilà. Après, il y a des gens qui vont dire oui, mais moi, alors, il le fait pas à la maison avec les chats de la maison, mais il le fait avec les chats de dehors. Ben ouais, parce qu'il sait qu'à la maison, s'il le fait avec le chat de la maison, il va se faire des gommes, hein. Alors qu'avec le chat de dehors, en général, il est en laisse, ou s'il part après, le chat de dehors, il a une échappatoire. Il peut se barrer, il peut monter dans un arbre. Voilà. Alors qu'à la maison, le chat, en général, il se fait coincer par le chien la plupart du temps. Donc, soit le chat ne bouge pas, soit il va se percher en hauteur et il va jamais en descendre. On a l'exemple de Lola, ces chats, c'est rare qu'ils soient au sol, hein. Et pourtant, Garou, je suis sûr qu'il leur ferait pas de mal, mais en jouant, monter tellement haut émotionnellement que le chien peut pincer. Et un chat, c'est petit, c'est fragile par rapport à un chien. Donc, ça peut faire beaucoup de mal, même si c'est pas méchant. Donc toujours en sécurité, le travail. Toujours en sécurité, Laisse. exactement, muselière bien accrochée. Parce qu'en général, un chien qui monte haut émotionnellement, il a tendance à réussir en se secouant dans tous les sens à défaire la muselière. Donc, si les muselières, elles ont une petite accroche dessous, c'est pas juste pour mettre le doigt ou pour l'accrocher au mousqueton à la ceinture, histoire de dire j'ai la muselière. Non, c'est pour passer le collier dedans. Voilà, c'est pour qu'elle tienne bien accrochée, tenue à la gorge en fait, la muselière. Voilà. Après, vous avez aussi la possibilité de l'accrocher sur le dessus pour les chiens les plus malins qui réussissent en poussant. Vous rallongez un peu la sangle arrière et vous la passez dans le collier en haut, ce qui fait que du coup, il ne peut plus l'enlever du tout. Mais toujours en sécurité, voilà. Avec des chats, j'ai envie de dire, qui sont cool. Parce qu'un chat qui a peur, il peut vous lacérer les bras et le visage. Du coup, c'est vous que vous mettez en danger aussi. Il faut y penser à ça. Les gens vont dire Non, je confirme. un chat qui vous arrache un œil, ça c'est déjà vu. Vous en parlerez au vétérinaire. Pourquoi ils ont des gants en cuir épais comme ça qui montent jusque là, hein. C'est pas juste parce que c'est à la mode ou parce qu'ils sont soudeurs. C'est parce que c'est vraiment utile. Un chat peut être dangereux avec ses griffes. Donc faites-y très attention. C'est toujours des petites choses auxquelles on ne pense pas. Et c'est là que les accidents arrivent. J'espère avoir répondu. J'ai fait du mieux que j'ai pu sur ce coup-là, mais c'est très long. L'éducation en tant que chien-chat. Et Émilie, je suis en train de tester un nouveau protocole, moi, pour les chiens-chats. Si ça marche, je te dirai. Voilà. Et puis si ça marche, elle me le dira aussi. Voilà, C'est on comme fera ça. une vidéo. Voilà. Et on fera des millions de vues parce que Parce que ça sera révolutionnaire. c'est ça. Mais en gros, c'est à base d'autocontrôle et Ouais. de travailler sans lâcher sur les autocontrôles et sur de mettre toujours de plus en plus de difficultés dedans. Et c'est pour ça que ça peut prendre du temps. Lily, salut Lily. Salut, ça faisait longtemps. Moi j'ai un gros problème avec Oslo, c'est la destruction. Dès qu'il reste seul à la maison, même si c'est que 5 minutes, il va tout détruire, même si on lui fait une énorme balade avant. Alors, il va falloir... Alors, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse. Merci de la question, Lily. La destruction chez le chien n'a rien à voir avec la dépense physique ou intellectuelle. Un chien qui détruit, c'est un chien qui a un souci. C'est-à-dire que c'est un chien qui a soit de l'angoisse de rester seul, soit il a peur parce qu'il s'est passé quelque chose un jour où il est resté seul. Il s'est fait peur, hein, il est passé, il a fait tomber une chaise. Ça peut être tout con, hein, comme truc, hein. Voilà. Il est resté coincé par le collier accroché au pied de la table parce qu'il y avait un truc qui dépassait ou après un meuble. Ça peut être tout et n'importe quoi. Vraiment. Donc là, je vais parler en globalité. Un chien qui détruit, déjà, c'est pas un chien qui détruit, c'est pas parce que vous l'avez laissé seul, il détruit pour vous faire chier, déjà. Donc ça, faut arrêter, c'est des mythes et légendes urbaines, ça n'a jamais existé. Un chien, il détruit pas pour vous emmerder. Un chien, il détruit parce qu'il a un vrai souci qui peut être léger ou plus profond. En général, c'est l'absence, parce qu'ils ne la vivent pas comme nous. Ils n'ont pas de montre. Ils n'ont pas le même time-lapse que nous. Eux, ce qui leur permet de savoir quand c'est que vous êtes parti, c'est l'odeur de vous qui reste dans la pièce où ils se trouvent. C'est-à-dire, plus l'odeur est forte, moins ça fait longtemps que vous êtes parti. Plus l'odeur va s'atténuer, plus ça va faire longtemps. Donc, autant vous dire que si vous laissez une petite fenêtre ouverte dans la pièce et que vous partez, au bout d'1 heure, il va avoir l'impression que ça fait des jours. Donc, c'est pour ça qu'il faut leur apprendre la solitude vraiment petit à petit.
C'est-à-dire, on va partir juste changer de pièce et on va rentrer dans la pièce. Mais toujours, on sort et on rentre comme si c'était naturel. Mais après, c'est tout un protocole à mettre en place. Là, vous l'expliquez comme ça serait relativement compliqué puisque personne n'a la même, on va dire, la même mise en place de sa maison. Personne ne va vouloir laisser les mêmes pièces à son chien. Personne ne va vouloir laisser l'accès aux mêmes meubles à son chien. Il y en a qui vont laisser le canapé, d'autres non, machin. Donc, ça serait complexe de tout vous expliquer. Mais le but étant de montrer à Pépère ou à Pépette que le fait de rester seul, ça peut aussi être cool. Et pour ça, il y a plein de petites techniques. Il y a l'objet que vous sortez seulement quand vous n'êtes pas là et que quand vous rentrez, vous rangez. La raréfaction de la denrée, en fait. C'est un peu comme le principe du boudin. Je rends mon chien dingue du boudin. Pourquoi? Parce qu'il l'a que quand je vais le faire travailler. Donc, du coup, il fera tout pour l'avoir. Et bien là, c'est pareil. Il va tout faire pour être cool à la maison parce qu'il sait que, par exemple, le Kong fourré, vache qui rit, banane congelée, il l'a seulement quand vous n'êtes pas là. Et vu qu'il le kiffe, ben, du coup, il va rester calme et posé pour l'avoir. Parce que si jamais vous rentrez, il détruit, vous le prenez tout de suite. Vous rangez le Kong. Vous grondez pas, ça sert à rien. Lui, il a déjà oublié ce qu'il a fait. Voilà. Après, c'est plein de petites techniques à mettre en fonction de pourquoi il détruit. Parce que je reviens sur ce que j'ai dit au début, un chien qui détruit, c'est qu'il a un souci sous-jacent. C'est qu'il essaye de vous dire quelque chose. Il ne le fait pas juste parce qu'il a envie de refaire la déco. Non, ça n'existe pas. Si vous avez un chien décorateur, je veux bien l'adresse par contre. J'espère avoir pu répondre à ta question, Lily. Et puis, si jamais tu veux qu'on se voit pour en parler, n'hésite pas à le dire, on se verra. Cécile, il y a l'émotion de la peur, un sujet qui fait parler. Quelle méthode utiliser? De mon côté, quand Théo a peur, je ne vais pas dans son sens, je le laisse tranquille et je continue ce que je fais. Est-ce une bonne chose? Alors, est-ce de la peur? Déjà, c'est toujours pareil. Sans le voir, je ne peux pas te dire si c'est de la peur ou pas. Sans connaître ton loulou, je ne peux pas te dire que oui, cette technique va marcher. Parce qu'il y a plein de techniques différentes pour essayer de lui faire embrasser sa peur, entre guillemets. Hein, c'est, on va dire une image que j'utilise, mais pour le faire apprendre à avoir moins peur. Est-ce que cette technique marcherait sur lui? Elle pourrait. Est-ce que je te la conseillerais là, maintenant, pour le faire? Je te dirais non, peut-être, je sais pas. Je sais pas pourquoi ton chien il a peur, de quoi il a peur, de quelle manière il a peur et si c'est de la peur. Donc je peux pas te conseiller une technique précise en fait. C'est ce que j'arrête pas de dire aux gens, faites des petites vidéos. Ça, même si c'est qu'une petite minute en fait, ça permet toujours d'avoir une partie du comportement et de pouvoir aiguiller déjà un début de travail. Parce que sans le voir, on ne peut pas savoir. Malheureusement, j'aime bien utiliser ce terme, on n'est pas des magiciens. On ne voit pas à travers l'espace et le temps. Et sans avoir l'animal devant nous, on ne peut pas deviner ce qui se passe réellement. Donc on peut toujours parler que dans les grandes lignes, que dans la globalité. Alors dans la globalité, un chien qui est craintif, pas peureux, qui est craintif, on l'accompagne toujours. On attaque une tâche. Et par exemple, passer devant un portail où il y a des chiens qui aboient, on l'invite. Allez, viens mon pépère, viens avec moi, viens machin et tout. On passe devant, tac, on avance. Allez, viens mon pépère, viens, on s'accroupit, on se met à son niveau, tac. On le motive, on lui montre que c'est cool, qu'il va rien se passer. Nous, on ne regarde pas les chiens. On le regarde que lui. On lui donne pas de raison de les regarder en fait. Pour nous, ils n'existent pas, on s'inquiète pas. C'est cool, allez, passe mon gros machin, hop, on passe. L'intention. Comme je dis souvent, quand on a une intention avec le chien, on va de A à Z. On la commence, mais on la termine. On ne s'arrête jamais en chemin. Sinon, vous perturbez la compréhension du chien. Et après, vous avez un chien qui va faire un peu tout et n'importe quoi parce que vous ne l'avez pas expliqué comme il faut. Voilà. Elle dit qu'il a peur, par exemple, des chevaux ou des vaches. Alors, je dirais pas que c'est de la peur, je dirais plutôt que c'est de la crainte. Et attention, bien faire la différence entre la peur et la crainte. Hein. Même chez nous, c'est pas du tout la même chose. Hein. Il a la crainte de ces animaux, peut-être parce qu'il a la crainte parce qu'ils sont gros, ou peut-être parce qu'ils dégagent une odeur qu'ils connaissent pas, qu'il ne connaît pas. Ça peut être plein de petites choses en fait. Dans ce cas-là, tu te décales et tu passes avec lui un peu plus loin. En fait, il faut trouver, comme je disais tout à l'heure, pour les gros chiens, trouver le point de rupture
l'endroit où il a moins cette crainte et passer à cette distance. Si c'est un chemin étroit, tu passes rapidement en le motivant, machin. Quand il passe, bidule, tu récompenses. Ouais, c'est cool, t'es passé, c'est génial. Mais grosse récompense, vraiment, le truc, c'est le truc de l'année, tu vois. Hein, c'est vraiment toutes les fêtes en même temps. Hein. C'est la grosse récompense. Il faut vraiment lui montrer qu'en fait, il n'a pas de crainte à avoir. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que des fois, ton comportement peut changer. Maintenant que tu sais qu'il a les craintes de ces animaux-là, quand toi tu vas en voir, tu vas commencer à te dire merde, il va avoir peur, tu vas te dire ça. Et en fait, ton chien va sentir par ton changement de comportement. Ton regard va changer, ta façon de bouger va changer. Et lui, il va se dire, ah tiens, elle aussi, elle a la même crainte que moi. Et du coup, vous allez vous renforcer tous les deux, alors que c'est pas ce que tu veux. Mais de par ta crainte à toi, qui est sa crainte à lui qui se met en route, ben, du coup, tu appuies sur l'interrupteur on de son truc. Donc, essaye déjà, toi, de passer de façon plus cool, plus suave, plus légère. Et tu verras, je pense que déjà, il va adapter son comportement au tien. Mais le plus difficile, ça va être toi, justement, de réussir à t'apaiser en te disant, il va falloir que je passe comme si de rien n'était. Les premiers coups, ça ne va pas forcément marcher. Et petit à petit, ça va marcher. Si c'est bien ça, toujours pareil, c'est entre guillemets. Hein. C'est un tips que je te donne si c'est juste la crainte de ces animaux-là. Parce que si c'est une odeur, l'odeur, elle porte plus loin. Donc, voilà. J'espère avoir pu répondre au moins partiellement à ta question. Alors, on n'a plus de questions dans le chat. Alors, moi, j'ai une question par rapport à Garou. Oh J'ai un peu non! posé, mais je me dis que ça peut intéresser du monde. Donc, Garou, il aboie quand il est content. Souvent, ça arrive vers 18h. Et il est très content. Tu peux lui dire ta gueule, ça continue. Tu peux lui jeter de l'eau, ça continue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai une question que je t'ai pas posée. C'est, est-ce qu'il l'a toujours fait? Ouais, quasiment. Quasiment toujours fait. Ouais. Alors, il y a un truc auquel je n'avais pas pensé avant. Ça peut être un comportement qu'il a appris à marquer quand il était en fourrière ou chenil avant. Parce que 18h, c'est l'heure normalement, si je ne me trompe pas, où il passe la dernière fois de la journée. Voilà, donc je pense qu'il a gardé ça en fait et que quelque part ça le rassure dans son fonctionnement. Il est sûr d'avoir ce dernier contact à ce moment de la journée. Toujours pareil, je pense, parce que son passif, ben, on l'a pas. Je me base que par des supputations, c'est toujours pareil. Elle enlève les cordes vocales du chien, voilà comment elle fait, tisonnier chaud, voilà, bruit comme ça. Non, après, je pense que déjà, il va falloir lui apprendre à aboyer sur commande. Oui. Déjà. Voilà. Déjà, ça sera, pour lui, c'est top parce qu'il va s'éclater, il va bouffer de la croquette et de la friandise à gogo, donc voilà. Et puis, une fois qu'il saura faire, après, ça te permettra de voir. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que tu travailles les autocontrôles pour les chats en même temps. Donc du coup, tu vas travailler sur deux facettes à la fois. Ce qui sera intéressant de voir, c'est qu'une fois qu'il aura l'aboiement sur commande, voir si quand il va commencer à aboyer, si tu lui dis de se taire, qu'il se taise et que tu récompenses, s'il le fait. Parce que pour moi aussi, ça sera une bonne méthode à garder pour un autre. Oui. Tu vois ? Mais ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à te poser cette question et ça m'est venu l'autre jour en regardant un reportage, des petites vidéos comme ça dessus. Et puis je me suis dit, mais tiens, bizarrement, c'est toujours la même heure sur l'horloge là-bas. Ouais, ça peut être cool. C'est très réglé au niveau de l'heure. Ouais. Ça me fait penser à une chose, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais en profiter pour faire un petit truc. C'est quand vous adoptez un chien en refuge, ou en fourrière, ou en SPA, ou en association, la plupart du temps, ils n'ont pas le passif de chien. Donc, n'en voulez pas au départ à votre éducateur ou au premier éducateur que vous voyez de ne pas forcément vous conseiller les bonnes choses. Laissez-lui un peu de temps aussi à l'éducateur parce que ce qui se passe, c'est qu'arriver travailler avec un chiot que vous avez eu à ces 8 semaines, machin et tout, c'est simple, vous avez tout son passif.
On arrive, on voit la maison, machin, bidule, on voit l'endroit où il vit, on discute avec vous, mais en même temps, on en profite pour regarder comment le chien évolue, comment il se comporte. C'est bon, on a la vie du chien. Voilà. Sauf que quand on arrive et que le chien, il a un passif inconnu, il faut qu'on se base sur ce qu'on voit du chien à l'instant T. Ce qui pourrait être différent si le chien est avec d'autres personnes. Ou dans un autre environnement. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Quand on sort le chien de son environnement sécure, un chien qui est un passif, automatiquement, il devient différent. Et selon l'endroit où il va se trouver, il peut déclencher des tocs un peu, peut-être dans le même style que fait Garou justement avec son aboiement, pile à 18h, réglé comme du papier à musique. Ça peut être des tocs qu'il a appris parce que c'est des tocs sécures. Je suis tombé sur une vidéo aujourd'hui où il y a une chienne dans un refuge. Elle est dans un refuge, elle refuse de manger, de s'alimenter si elle n'a pas son caillou porte-bonheur dans la gueule. J'ai vu ça, c'est hallucinant. La chienne est purement magnifique en plus. Et elle a son caillou. Non, mais c'est juste en plus. Donc voilà. Et elle a son caillou dans la gueule. Et quand elle mange, il faut qu'elle pose son caillou dans la gamelle. Si elle n'a pas son caillou porte-bonheur, elle refuse de s'alimenter. C'est des tocs qui sécurisent le chien. Comme un doudou va sécuriser un enfant. Là, j'entends les puristes du chien qui vont me dire « Oh, scandale, il fait de l'anthropomorphisme !» C'est des êtres vivants, ils ont un cerveau, ils comprennent ce qu'on leur dit, donc ils sont doués de compréhension psychologique et émotionnelle. Donc on ne fait pas de l'anthropomorphisme, on parle juste d'émotion du chien, ressenti différemment, certes, à d'autres endroits du cerveau, certes, mais des émotions qu'ils ressentent. Il suffit de se documenter de la bonne manière et vous verrez, ils en ressentent vraiment. Hein. Je dis juste ça parce que je me suis encore fait alpaguer, soit disant que c'est pas vrai, les chiens, les émotions, bidule, c'est de la connerie. Pensez ce que vous voulez, ils en ressentent. C'est prouvé scientifiquement, c'est pas moi qui le dis. Dieu sait que je dis des conneries, mais là, c'est pas le cas. Mais c'est important d'essayer de tout ça pour dire que c'est important d'essayer d'aller au maximum à la pêche aux infos sur le passé du chien. Voilà, vraiment gratter, essayer de demander aux personnes qui l'ont nourri, parce que quand on adopte dans des fourrières ou des refuges, des fois, il arrive que ce ne soit pas la même personne qui nourrisse le chien, soit le matin, soit le soir. Des fois, il y a des bénévoles qui viennent aussi les sortir, les chiens les promener, et heureusement qu'ils sont là aussi. Essayez de voir toutes les personnes qui sont occupées du loulou, de la pépette, pour avoir leur ressenti à eux tous, pour avoir le maximum d'informations à donner à la personne qui va prendre en charge son éducation, s'il y a personne qui prend en charge son éducation. Si personne prend en charge son éducation, tant mieux, et vous êtes tombé sur un chien parfait. Voilà. Mais, et je vous le souhaite, vraiment c'est top. Hein. Moi, le jour où il n'y aura plus besoin d'éducateurs, de fourrières, de chenilles et tout, moi, je raccroche les clés, je suis heureux. Hein. Ça veut dire que tout le monde ira bien, et les chiens aussi. Donc, mais jusque-là, pensez qu'on est là, qu'on n'est pas tous mauvais, qu'on n'est pas tous bons. Vivez le truc par rapport à votre ressenti. Mais quand c'est le premier, laissez-lui un peu de temps quand même. Parce que quand on ne sait rien sur un animal, trouver comme ça ce qu'il a, c'est relativement complexe. Hein. Merci à vous. On a une question d'Anaïs. Question bête, mais parfois quand je lui demande un ordre, donc à Lou, elle me fait voir tout ce qu'elle sait faire, sauf l'ordre que je lui dis. Possible qu'elle le fasse exprès pour se jouer de moi, sachant que l'ordre, elle le connaît très bien. Alors moi, j'ai envie de te dire un truc, c'est que, à mon avis, il y a deux possibilités, parce que j'en ai un qui me le fait, et l'autre jour, je me suis amusé à essayer quelque chose avec. Il y a des fois, c'est parce qu'il se fout de ma gueule, clairement. Mais il y a des fois, c'est simplement que quand je lui donne l'ordre, en fait, ma posture physique change. Et du coup, il n'écoute plus, il se base à ce qu'il voit. Et du coup, vu que ma posture physique change, il est très perturbé. Donc du coup, il va me proposer plein de trucs pour voir si ce que ma posture physique lui demande. Voilà, tout simplement. Alors, essaye de garder toujours la même stature et toujours la même intonation de voix quand tu lui donnes un ordre, quand tu lui demandes quelque chose. Parce que du coup, ces petits changements, eux, c'est très important pour eux. Et du coup, ils les perçoivent très facilement. Essaye. Moi, personnellement, pour l'avoir testé, je peux te dire que ça le fait.
Donc en gros, on est entre ma bouche dit oui, mon corps dit non. Tu vois, c'est un peu cette image-là que je veux donner. Voilà. Et c'est comme ça que Lou le comprend. Mais après, ça peut être aussi pour se foutre de toi, clairement, parce qu'ils savent très bien le faire aussi. On a Yves Mavon qui dit bonsoir à tous. Salut Yves. Quand j'ai récupéré Valco à 3 mois, il a été malade dans ma voiture. Maintenant, je suis obligée de le charger dans la voiture. Serait-il possible de le faire évoluer dans le bon sens? Il aura 2 ans le 10 mai. Alors, du coup, pour le faire évoluer dans le bon sens, alors c'est... J'ai envie de dire, si tu as un bout de terrain où tu peux garer ta voiture, tu gares ta voiture, tu ouvres les portières, le coffre, tu t'assois dedans, mais avant de t'asseoir dedans, tu mets des petites friandises, des petits bouts de gruyère, machin, ce qu'ils préfèrent, toujours pareil, hein, faut vraiment aller chercher le must. Moi, j'aime bien conseiller les knackis trempés dans le jus de sardine. C'est odorifère et appétant, et en général, ils y résistent pas. Pour les gourmands, bien entendu, parce qu'il y en a qui n'aiment pas la gourmandise, donc voilà. Mais du coup, s'il aime vraiment, tu fais ça. Alors ça, t'évites d'y poser sur les sièges, si tu as trempé dans le jus de sardine, parce que tes sièges sont morts. Voilà. Mais ouais, les bouts de saucisse, comme ça, tac, tu laisses tout ouvert, tu t'assois dans ta voiture, et tu lui montres les petits bouts de saucisse, machin, pour qu'il monte de lui-même. Moteur éteint la voiture, hein, bien entendu. Voilà, donc il va monter, bidule, tu fais tout ça. Une fois qu'il monte dans la voiture sans difficulté à l'arrêt, là, tu le fais la même chose, moteur tournant. Et tu rebelotes, tout ouvert, et tu le fais monter, machin, avec les friandises, qui prennent l'habitude, en fait, qui se réapproprient la voiture. Parce que pour lui, la voiture, ça a été une mauvaise expérience. Ça a été un truc qui l'a rendu malade, donc ça n'a pas été cool pour lui. Donc, il faut vraiment lui montrer que c'est bénéfique. Donc, on récompense. Oui. Et quand il le charge dans la voiture, est-ce qu'il est encore malade aujourd'hui? Oui, la question c'est est-ce qu'il est encore malade aujourd'hui quand tu le charges dans la voiture? Il y a ça aussi. Mais du coup, une fois qu'il a passé le stade de je monte dans la voiture, le moteur qui tourne, là c'est je monte dans la voiture, le moteur qui tourne, je fais une marche avant sur 10 mètres, une marche arrière sur 10 mètres, je coupe le contact, je descends, j'ouvre la portière, je laisse descendre Loulou comme si de rien n'était. C'est normal, c'est habituel, c'est cool. Voilà. C'est un peu comme quand on parle de la maison. C'est pas de grandes effusions, c'est pas de « Oui, mon loulou, mon pépère, je reviens, machin ». Non, automatiquement, le chien se dit « Il y a un truc louche qui se passe ». C'est pas normal. On part de la maison, c'est tac, on prend ses clés, on prend sa veste, hop, on sort, on ferme la porte et fini, fin d'histoire. Et quand on revient, pareil, tac, on pose sa veste, bidule, hop, et après, on fait la fête à loulou. Voilà. La fête à loulou. Ouais, c'est la fête à loulou. Donc, j'attends ta réponse, Yves. S'il est encore malade. Ouais. S'il est encore malade, parce que ça peut être aussi que, comme nous, il y a des humains qui ne supportent pas la voiture, parce qu'il y a un petit dérèglement entre le visuel et l'oreille interne. Donc, du coup, un petit coup chez l'ostéo, des fois, ça peut aussi régler ce petit désordre. Il y a des chiens, un petit coup d'ostéo, les cristaux, pop, 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 et puis voilà. Ça revient et ça se remet à rouler normalement, plus de malade. Après, il y a des chiens, nous on a eu le cas avec Blue, qui au départ était malade en voiture, vomissait, bavait, machin et tout. Céline l'a pris à plusieurs reprises en voiture, sur des petites distances. Il a arrêté de vomir, il faisait plus que baver. Et là, il a fait une bonne heure de voiture. Et suite à son adoption quand même, donc grosse perturbation, le chien a quand même été opéré. Il a dû rester, on va dire, au repos pendant quasiment 1 mois à ne rien faire. Un Malinois sélectionné pour la gendarmerie. Autant vous dire que le mettre au repos, ça a été un calvaire pour Céline. Voilà. Donc pas de voiture, pas trop de véhicules et tout ça. Et là, il est parti sur un trajet d'1 heure suite à son adoption et il a posé un petit vomito. Donc autant vous dire que des fois, ça peut passer et revenir à un moment donné. Mais c'est pas grave non plus. Le tout, c'est de savoir le pourquoi. Donc oui. Non, il n'est pas malade, mais il pleure tout le long. Ouais, c'est qu'il a associé la voiture à une mauvaise expérience. Parle de la petite languette. Ouais, alors il y a un truc qu'on nous a appris récemment et que je n'aurais pas pensé fonctionnant réellement, mais ça fonctionne réellement. Merci chouchou à toi. Hein. Putain, c'est moi. Je sais, Ouais. je sais. Mais chouchou, il a dit, ouais, mais je le savais. C'est pour ça que je dis chouchou. Ouais.
Donc du coup, la petite languette en plastique sur les voitures antistatiques qui pend de la voiture au sol sur le goudron. Donc, apparemment, ça fonctionne très bien pour couper le vomissement. Chez certains Donc, chiens. c'est toujours pareil. C'est chez certains chiens, ça peut fonctionner. Maintenant, moi, personnellement, n'ayant pas de chien malade en voiture, j'ai pas eu l'occasion de tester, donc je peux pas vous dire si oui ou si non. Mais à tester. À tester, honnêtement. Et ce que vous faites, si vous testez, machin, faites-nous vos retours. Ça serait cool justement que voilà qu'on ait une interaction là-dessus, qu'on ait des retours sur ça. Il y a Olga qui donne une astuce, elle dit « Moi j'ai changé de voiture Ah, bah voilà. Alors oui, il y a aussi ce facteur, ça peut être la voiture, mais ça peut être aussi le conducteur. Oui, aussi. Parce que il y a des fois, il y a des personnes qui ont une conduite, on va dire, relativement sportive, qui est déjà difficilement supportable pour nous. Alors imaginez pour un loulou, quoi. C'est complexe, hein. Ils sont pas faits, eux, pour monter dans ces véhicules. Et Donc, bon. les voitures ont peut-être plus de vibrations. Voilà, après, ça peut être tout plein de choses, honnêtement. Mais par contre, pour les languettes, faites-nous un retour, ouais. ». Et il y a Anso qui donne une autre astuce. Zach au début était sur les sièges arrière et il était toujours malade, il vomissait, mais depuis qu'il est en cage, c'est fini. Il y a ça aussi, oui. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il va les poser parce qu'il a besoin de place et vu qu'on occupe la table. Donc, du coup, Tu as fait tomber ça. il y a donc, ouais, comme dit Anne-Sophie, on met le chien sur la banquette arrière, il est malade, et on le met dans la cage de transport se trouvant à l'arrière de la voiture, et il est plus malade. Il y a certains chiens, ça a produit cet effet aussi. On va dire que, bon, que la cage de transport, c'est très bien aussi en cas d'accident. Ça évite le suraccident, ça protège l'animal, ça évite qu'il se transforme en projectile. On va pas vous refaire toute la sécurité, de trucs de sécurité, voilà, voilà. Mais ouais, ça peut, chez certains animaux, corriger ça aussi. Après, chacun y va de son astuce, et moi, comme je dis, à partir du moment où ça fonctionne, c'est que c'était le bon truc. Émile. Bonjour Émile. Ah non, t'as déjà dit bonjour. On l'a déjà fait, on l'a vu tout à l'heure. Oui, en plus. Alors, grande question, sushi à boire en voiture. Non, laisse tomber. Que Laisse faire, tomber. que faire pour la faire arrêter? Mais c'est sa marque de fabrique quand même. C'est- Sinon, c'est Et pas puis t'es lui qui arrive. content quand elle le fait. En même temps, nous, Émile, si Sushi arrête d'aboyer en voiture, comment on sait que c'est toi qui arrive? Honnêtement, comment? Voilà, non. Non, tu la laisses aboyer, Sushi. Sushi aboie en voiture parce qu'elle est très haute émotionnellement et qu'elle sait que la voiture va forcément l'emmener se promener. Donc elle est très 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 contente. Et il y a des chiens, il faut qu'ils évacuent. Je sais pas si tu te rappelles de Tokyo, qui chaque fois qu'elle monte très haut émotionnellement, il faut qu'elle décharge en allant défoncer le Malinois. Il faut qu'elle aille défoncer soit. Elle décharge, c'est sa façon de décharger en fait. Elle y va, tac, coup du dauphin, coup de museau, et elle repart. Et ben Sushi, c'est sa façon d'évacuer son trop plein de bonnes émotions. Voilà, elle est heureuse, donc elle le fait savoir à tout le monde, en gros. Et donc, comment faire pour arrêter éventuellement? Eh ben Déjà, arrête d'être heureux quand elle le fait. voilà, déjà, en fait, elle va calquer son comportement. Elle a vu que ça te rendait heureux, que tu étais content, donc du coup, et que tu disais rien. Donc du coup, elle le fait parce que ça te rend heureux, ça la rend heureuse. Elle est heureuse de pouvoir évacuer. Tout le monde est heureux, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, une autre astuce, tu peux fermer la vitre. Ça sera bien. Ah oui, 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 par exemple. Par exemple aussi, voilà. Pour le bien-être du village. Et puis, tu verras que d'un coup, elle va se dire, mince, il se passe un truc, la vitre fermée. Pourquoi? Et elle va regarder, toi, elle va aboyer, tu vas lui dire d'arrêter. Une fois, deux fois, trois fois. Après, si au bout d'un moment, elle n'arrête pas, il va falloir adapter autrement et lui apprendre l'aboiement sur commande pour pouvoir désamorcer d'une autre manière. Mais un chien qui aboie, la tête à la fenêtre, en général, ça fait rire les patrons, ça les rend heureux et voilà. Tout simplement. Lily, j'ai aussi un problème de propreté avec Oslo. Oslo ne fait plus du tout ses besoins à l'intérieur depuis longtemps. Mais là, en ce moment, dès qu'on le sort dehors pour qu'il fasse ses besoins, il fait tous ses besoins, mais il les refait à l'intérieur dès qu'on rentre, alors qu'il a fait dehors juste avant. Ouf, coup dur. Lily, la prochaine fois, écris avec de la ponctuation. Merci. Alors, du coup, là, il s'est passé quelque chose, ouais. Pour que ton chien, il fasse ça dedans, qu'il ait ce besoin de se réapproprier son environnement de cette manière. Ah, la fenêtre fermée, c'était là. Merde.
Non, c'est Émile. Émile dit que la fenêtre fermée c'est pire, mais on en reparlera. On en reparle après. Ouais, là, c'est plutôt complexe. Le chien. Est-ce qu'il y a eu un événement? Ouais, en général, c'est quand il y a quelque chose qui vient les perturber. Et qui Et vient c'est les... pas Noki. Non, il l'aurait fait dès le début si ça avait été Noki. Qui l'a perturbé fort. Il a dû se passer quelque chose qui a fait que il ait besoin de refaire ses besoins dedans. Après, il va falloir regarder où c'est qu'il fait ses besoins. Est-ce que c'est toujours au même endroit? Parce que ça peut être un bon indicateur aussi de ce qui a pu se passer. Il va falloir que tu regardes où c'est, à quelle fréquence, si c'est vraiment à chaque fois, si c'est que pipi ou si c'est pipi caca. Vraiment décortiquer les situations où ça se passe pour pouvoir réussir par élimination à trouver le facteur qui fait que. Voilà. Après, ça peut être aussi un facteur alimentaire, un changement alimentaire peut-être aussi. Une sortie peut-être pas assez longue pour lui à ce moment-là parce que les aliments qu'il a lui travaillent le transit. Ça peut être plein de choses en fait. Donc il va falloir faire par élimination, enlever cette partie-là, enlever cette partie-là, enlever cette partie-là, enlever cette partie-là. Et puis au bout d'un moment, au milieu de tout ça, on trouvera le truc qui fait que. Donc là, elle dit il fait partout. Je pense vraiment que Lily, il va falloir que tu vois Fred pour régler un petit peu tous ces trucs-là. Il va falloir qu'on se fixe un rendez-vous pour que je repasse vous voir. Voilà. Ça sera plus simple. Il perturbe le petit chou. Ouais, il y a des choses qui sont perturbatrices dans sa tête, à petit bonhomme, à ce petit roi. Astrid et Pitalon. Bonsoir à tous. Bonsoir Astrid. J'ai une question alimentation. Mon loulou Kay, que j'ai récupéré le 2 janvier, aura 11 mois début avril et va être castré. On nous parle toujours de croquettes pour chiens stérilisés pour qu'ils ne grossissent pas, mais mon loulou... Ah non, c'est temps. Pardon. Mais mon loulou n'est pas encore adulte. Vais-je devoir obligatoirement lui donner des croquettes spéciales ou puis-je continuer à lui donner des croquettes normales? Alors, c'est toujours pareil. Moi, il y a une chose que j'aime bien faire comprendre aux propriétaires de chiens, c'est que votre chien, vous le connaissez. Donc ensuite, vous connaissez son alimentation, vous connaissez ses efforts physiques, ses dépenses, et du coup, il faut adapter son alimentation à ses dépenses physiques. Nous, on a un malinois, il avait une alimentation au départ, on l'a fait stériliser, on n'a rien changé à son alimentation parce qu'on sait qu'il a une grosse dépense physique. Il court, il court. Attention. Excuse-moi, je voudrais pas te faire peur, soit. Hein. Il est là. Non, ben voilà, il est en train de se faire papouiller. Il court, il fait beaucoup de sport. Il court 2 fois par semaine. Il fait environ, on va dire qu'aller à chaque sortie, ça doit faire entre 7 et 10 bornes parce qu'eux, ils en font plus. Hein. Voilà, avec les allers-retours. Plus le man training, plus le nose walk, plus les sorties journalières. Voilà, donc on n'a rien changé à son alimentation. Après, si tu fais du canicross avec, honnêtement, prendre des croquettes pour chiens stérilisés, moi personnellement, si il n'a pas tendance, en fait, ça soit à l'usure sur le temps. C'est-à-dire que si tu ne changes pas les croquettes, si tu vois qu'il ne prend pas de poids, garde ses croquettes. Par contre, pense bien à un truc, c'est que les jours où il ne va pas courir, il va falloir baisser un petit peu la dose. Parce que forcément, sa dépense énergétique ne va pas appeler autant d'apport. C'est quelque chose qu'il faut vraiment varier. Après, s'il a tendance, malgré tout, à prendre du poids, oui, il va falloir que tu passes sur des croquettes adaptées. Voilà. Après, j'espère avoir pu répondre à ta question et que ça a été assez compréhensible. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas. On essaiera de faire au mieux. On a des partenaires qui vendent des croquettes aussi. Donc, si tu n'as pas la carte de l'association, prends-la, tu verras. Ça fait des bons tarots sur les crocs. Eh ben, ça fait 1 heure de live. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que nous, on a fait le tour. Ah, Que j'ai vu tout à l'heure passer. Je me rappelais. celle que tu m'as montrée. Ouais. Garou, tu... Ah oui. Que le chien n'écoute rien, mais que dès que c'est un éducateur canin ou un club canin, comme par magie, il écoute. Alors moi j'adore ça parce qu'en fait j'appelle ça en fait c'est le syndrome de l'éducateur en fait.
Alors, il y en a qui appellent ça, ceux qui ont de l'expérience depuis des années, ils appellent ça le syndrome du sauveur. Je suis tombé là-dessus l'autre jour, j'ai éclaté de rire en fait. Mais bon, c'est le syndrome de l'éducateur. Pourquoi? Parce que quand un éducateur arrive, vous dites, ça y est, on va enfin m'aider. Votre taux de stress qui était là, il fait, paf, il descend d'un coup. Du coup, le chien se dit, oh, ah, c'est cool. Donc du coup, le chien descend son seuil d'alerte. Voilà. Et de plus, le chien ne connaît pas l'éducateur. Le chien ne connaît pas le site si c'est en club. Donc du coup, forcément, ça le perturbe dans son fonctionnement, ça le force à beaucoup plus réfléchir. Donc, vu qu'il réfléchit plus, il est plus à l'écoute et forcément, ben, il est plus réceptif à ce qu'on lui demande ou à ce qu'on lui dit, tout simplement. Mais il y a pas, on n'est pas magicien, hein. C'est juste en fait que ça réunit certains facteurs quand on arrive qui font que le chien est forcément plus réceptif, ni plus ni moins. Et on va dire que la plupart des éducateurs, quand ils arrivent sur site, donc pour travailler avec le chien et avec le propriétaire, on va dire on travaille plus avec le propriétaire qu'avec le chien, on arrive nous déjà, on est censé, je dis bien, pour la plupart des éducateurs, ne rien dégager. On est censé arriver avec une neutralité totale d'émotion. C'est-à-dire que le chien, qu'il soit réactif, non réactif, peureux, craintif, machin, pour nous, ce n'est qu'un autre chien. C'est peut-être, vous allez dire, et l'autre, c'est pas péjoratif, mais il faut qu'on arrive avec cet état d'esprit. Sinon, si on arrive en se disant, il est réactif, on va arriver, même si on n'a pas peur, on va dégager du stress. Le chien va le sentir. Et c'est pas bon pour ceux qu'on vient faire. Donc, on est obligé d'arriver avec une neutralité. Et c'est pour ça que ça perturbe énormément beaucoup de chiens. Je l'ai vu, on va dire, assez souvent avec justement la chienne de Virginie, Nala, qui ne savait pas comment se comporter avec moi, parce que justement, elle avait l'habitude d'aboyer, de grogner, et je ne dégageais rien, donc du coup, ça la perturbait énormément, la chienne, parce qu'elle venait me renifler, elle reculait, elle grognait plus, elle aboyait plus, elle était entre deux eaux, parce qu'elle ne savait pas comment se comporter, puisqu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir des personnes qui n'avaient aucune émotion vis-à-vis d'elle. Voilà. Et typiquement, Virginie, enfin Nala de Oui. Virginie, je sais qu'elle avait ce truc d'être super obéissante en club, Ouais. mais pas dehors. Exactement. Parce qu'en fait, l'environnement faisait qu'elle avait un déclic à ce moment-là. C'était le club, elle était à l'écoute, machin et tout. Et dehors, ben non, parce que pour elle, dehors, c'était la cour de récré, c'était machin. Et du coup, Virginie a su réfléchir de la bonne manière, adapter son éducation dans le bon sens. Et Nala, maintenant, est devenue, c'est le jour et la nuit entre le moment où je l'ai connue. Et maintenant, hein, c'est vrai que, enfin, moi personnellement, c'est pas du tout la même chienne. D'ailleurs, je suis plus de quelle l'ait changé. Mais bon, après, ça, c'est des légendes urbaines, on n'ira pas plus loin. Sandra qui demande à quel âge faut-il attendre pour stériliser un mâle? Ça, on a pas la réponse. Alors, j'ai envie de te dire, techniquement, tu es censé connaître un bon veto, il s'occupe de ton loulou, ben tu vois avec lui. Je ne suis pas vétérinaire. En fait, il y a plein d'écoles différentes. Et moi, personnellement, je ne m'engage pas sur quelque chose que je ne connais pas. La médecine vétérinaire, ce n'est pas mon truc, je ne m'y connais pas. J'ai certaines bases par rapport à mes chiens, par rapport à des chiens, par rapport à des connaissances acquises, mais je ne peux pas me permettre de donner ce type de conseils parce que je ne suis pas vétérinaire. Et puis ça dépend des races. Puis ça dépend de plein de choses, des races, des antécédents du chien, s'il y a eu des soucis à la naissance, l'état de santé, si dans la fratrie il y a eu des problèmes, on va dire physiques suite à ça. S'il a des comportements très forts liés Voilà à la aussi, testo. voilà, ça peut être plein de choses. Nous, on a fait stériliser SWAT parce que du coup, dans le quartier, il y avait plein de femelles. Et du coup, quand c'était la période des chaleurs, le chien vrillait complètement en fait. Il se mettait derrière la porte, il bavait, il avait les dents qui claquaient, il était tout tremblant, machin, il était en train de vriller complet. On l'a fait stériliser pour ça. Depuis, il n'avait pas trop marqué le caractère, il ne l'avait pas fait trop souvent, donc du coup, on a pu le sortir de ça. Après, le truc, c'est que le faire stériliser, ben, s'il a déjà bien marqué certains comportements, il va peut-être les garder aussi. Donc, vois avec ton vétérinaire. Vraiment, je te pousse vers lui. Désolé pour le veto. Je te passe le ballon. Débrouille-toi avec. On a Laetitia Nikou. Juju qui voulait interagir. Oui, non, d'accord. Donc c'est une question de Julien. Hulk est surexcité en revenant de balade, peu importe la durée et la dépense. On l'oblige à se poser, mais est-ce la bonne option? Il faut qu'il se décharge sur un jouet, mais il nous le détruit, sinon il prend des cailloux et c'est dangereux.
Et la question, c'est quoi du coup? Elle est où la question? Et en gros, c'est est-ce que Vous pouvez répéter la question? ils prennent la bonne option à l'obliger à se poser? Est-ce qu'il se pose déjà? Visiblement, il décharge sur un jouet et qu'il détruit. Sinon, il prend des cailloux. Alors, moi, je vais faire de l'ingénierie inversée. Je vais revenir en arrière, on va rembobiner. Et du coup, la question c'est, qu'est-ce qui se passe pendant cette balade? Est-ce que c'est que de la dépense physique? Du coup, c'est normal que quand il rentre, il veuille décharger. C'est parce qu'il a pris du sniff tout le long, il a pris des infos tout le long, il s'est rempli la tronche tout le long. Mais derrière ça, il est où son sudoku? Elle est où sa dépense intellectuelle? En fait, un chien, c'est un peu comme nous. Il y a un moment donné, il y a des personnes qui ont besoin qui ont besoin de courir. On va dire, ouais, mais c'est pour le physique. Non, c'est pour se vider la tête. Clairement. Moi, j'en ai une à la maison. Si elle court pas, elle est invivable. Tu parles de Tokyo ou Maïté? Maïté, Tokyo est beaucoup plus facile à vivre. Avec quoi, Tokyo, je la prends, je la mets sur le canapé avec moi, c'est fini. Tranquille. Voilà. Je risque pas de mourir toutes les 3 secondes. Non, en fait, il faut que le chien puisse se dépenser psychologiquement aussi. Donc du coup, va falloir mettre des petits jeux, mais pendant la balade, vous pouvez le faire aussi. C'est lui faire, vous avez votre fille, vous pouvez lui la faire chercher, par exemple. Au départ, elle part en courant devant lui, et hop, elle se cache derrière un arbre, et puis hop, il va la chercher. Intellectuellement, ça va être un début de dépense. Et du coup, c'est très important de dépenser son chien intellectuellement parce que il y a beaucoup de facteurs, on va dire, de non-écoute, de chiens qui deviennent réactifs, qui deviennent agressifs avec le temps parce qu'ils ne sont pas assez dépensés. Les gens, à chaque fois, ouais, mais je lui fais faire 15 bornes. Mais tu peux lui en faire 15 aujourd'hui, 16 demain, 17 après-demain. Ton chien, il n'est pas dépensé de la bonne manière. Salut, Yaro. T'es où? Derrière. Voilà. En fait, il faut le faire dépenser intellectuellement aussi. Donc, que vous le forciez à se poser, c'est bien, mais ça serait encore mieux s'il était dépensé intellectuellement avant. Donc, c'est-à-dire que vous le sortez. Nous, c'est souvent qu'on arrive à le faire. On leur fait la petite blague de se planquer, machin, quand on les sort. On les sort en libre, voilà, parce qu'ils ont un relativement bon rappel. Du coup, on arrive à se planquer dans un buisson. On arrive à leur faire chercher des trucs. On prend le boudin, on va le planquer. Des recherches improvisées. C'est bien aussi. Et là, je vous vois arriver. Ouais, mais tu nous dis la plupart du temps que la balade, c'est que la balade. Je vous ai jamais interdit de jouer avec votre chien pendant une balade. Hein. Jamais. Jouez avec votre chien, dépensez-le intellectuellement. C'est de travailler, c'est-à-dire que pendant la balade, allez, viens ici, assis, couché, au pied, debout. Non, 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 pas ça, non. Oui, parce qu'elle dit, on m'a dit qu'il faut lui lâcher la grappe et faire des balades avec moins d'ordre. Donc c'est un peu ce que tu dis. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, exactement. Là, c'est du jeu, c'est de l'interaction, de la dépense mentale. C'est pas du travail au sens stricto sensus. Du travail, c'est lui donner un ordre, il l'exécute. On le missionne. Là, on fait du dressage, en gros. Non. C'est une balade, machin, on prend son jouet, on lui le jette, on le récupère, on fait du tir-tir. Puis une fois qu'il est bien monté en pression par rapport à son jouet, on prend le jouet. Et puis, si on est deux à se balader, il y en a un qui tient un chien, l'autre qui part en lui disant « Regarde le jouet, regarde le jouet, regarde le jouet !» et qui va lui le cacher à vue au départ. Tac, pof. Et puis là, c'est on lâche et on va avec lui. Allez, cherche. Et quand il a joué, on récompense, on rejoue avec lui. Là, le chien, il va avoir une vraie dépense mentale. Et quand il va rentrer à la maison, il n'aura pas envie de détruire le jouet qu'on va lui donner pour décharger mentalement ce qui n'a pas déchargé mentalement. J'espère que j'ai été clair. Enfin, j'étais aussi clair que ta question. Elle a mis c'est noté chef. J'aime quand on me parle comme ça. Profite. Mais comme c'était la dernière question et qu'on est à 1h13, Eh ben, on est parfait. moi, je vais vous dire au revoir, bonne soirée, en espérant vous revoir pour un live 3. Voilà. Si Dieu me prête vie jusque-là. Voilà. Depuis tout à l'heure, Maïté me regarde de travers. Je pense qu'elle va me buter pour ce que j'ai dit. Voilà. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci à vous de nous suivre. Partagez notre page, partagez tout ce qu'on fait avec l'assaut.
Le 7 juin, il y a la Dog Health Warrior, nouveau format, plus grand, plus fort, plus puissant. Donc, partagez, venez nombreux. Il y aura plein de surprises. On vous prépare un truc, vous n'êtes pas prêts. Honnêtement, même moi, je suis pas prêt. Voilà. Demain, on est à Médor et compagnie toute la journée. Donc, horaire magasin, 9h, 12h30, 14h, 19h. N'hésitez pas à passer, ne serait-ce que pour papoter, faire un coucou, ça fait toujours plaisir. Et puis, prenez la carte adhérent. C'est 15 € l'année. C'est pas grand-chose. Avec le partenariat Médor et compagnie, les 15 €, vous les récupérez lors de l'achat du premier sac de croquettes quasiment, ou du deuxième. En général, sur l'année, vous en achetez plus que 2. Après, c'est sûr que si vous avez un chihuahua ou un sac de 15 kg, ça fait l'année largement. Je m'excuse pour eux. Le retour du Voilà. chihuahua. Mais vous avez ce partenariat-là, vous avez Planète Toutou, notre toiletteuse, vous avez Émilie Baron, l'ostéopathe, vous avez Alice Besson, la photographe, qui c'est qu'on a dans Max Pet, qui est aussi famille d'accueil, on a Adeline, la deuxième photographe, on a Emeline des Murmures de la Forêt, avec les mastications naturelles, on a Planète Toutou, je l'ai déjà dit juste avant, c'est pas Et puis grave. ça nous aide beaucoup. Voilà, et puis nous, ça nous aide parce que plus on a d'adhérents, en fait, plus on se dirige vers une reconnaissance différente au niveau de l'État, ce qui va nous permettre de pouvoir aller chercher des subventions plus grosses pour la création du refuge. Donc, s'il vous plaît, vraiment, je vous le demande, pas à plat ventre, parce que je ne me rabaisserai pas à ça, mais je vous le On demande. va te relever surtout. Mais ça, fallait pas le dire. S'il vous plaît, faites en sorte qu'on grandisse. Vraiment. C'est grâce à vous qu'on est là. C'est grâce à vous qu'on y arrive. Lâchez rien. Merci à vous et surtout, n'oubliez pas, kiffez la vie avec vos loulous.